de commencer cet entretien, j'avais très envie de vous parler du nouveau roman de Baptiste Beaulieu, Où vont les larmes quand elles sèchent, publié aux éditions de l'Iconoclaste. Dans ce roman, on s'installe aux côtés d'un médecin généraliste dont la salle d'attente est toujours pleine, où bourgeois, toxicos, vieillards, enfants, punk à chiens se croisent. Beaucoup lui confient leurs difficultés, alors il écoute, il soigne, il comprend, il discute. Pourtant, il ne pleure jamais. Il lui arrive de se mettre en colère, mais il ne pleure jamais. Ses larmes sont coincées dans sa gorge, il ne sait plus comment pleurer depuis cette nuit où il lui a manqué 6 minutes. Dans ce roman plein d'émotions sur les blessures et la résilience, sur le don et l'amour, on rit beaucoup et on pleure aussi. Et surtout, on n'a pas envie de le lâcher jusqu'à la dernière page. Alors courez chez votre libraire à partir du 5 octobre. Et à présent, place à l'entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Aujourd'hui, je reçois l'illustratrice et autrice de BD Matou, qui vient de faire paraître un nouveau livre jeunesse aux éditions Robert Laffont. Dans le magasin des mamans, j'aurais choisi toi. Un livre pour déculpabiliser toutes les mamans, dont l'essence est de nous dire, même si elles ne sont pas parfaites, elles le seront toujours aux yeux de leurs enfants. Alors on s'est rejoint à la terrasse d'un café à Paris avec le bruit de fond qui va avec, pardon pour ça, et avec Matou. On a parlé ensemble du public que représente un enfant, de la création de ses typos dans ses différents livres, des projets, tantôt personnels, tantôt collaboratifs, auxquels elle participe, et on a un peu dévié sur la place de la belle-mère dans une famille qu'elle occupe également à titre personnel. Bonne écoute. Bonjour Matou. Bonjour. Alors, dans ce livre que j'ai ici, alors précisons tout de suite, nous sommes à Montparnasse. Il n'est pas du tout absurde qu'il y ait un bruit de fond pendant 30 minutes. et voilà, écoutez, c'est comme ça est déjà arrivé, ça arrivera encore, j'imagine. Donc, dans ce livre, je disais, dans le magasin des mamans, j'aurais choisi toi. On découvre une maman qui est parfois surprotectrice, qui est parfois dépassée, qui est parfois fatiguée, évidemment avec humour. Quel était le moteur de ce livre ? Je pense que le moteur, c'est moi et... la meuf assez égocentrée dès le départ, tu vois. Partons là-dessus. Enfin, je veux dire, c'est mon expérience de mère à moi, c'est-à-dire de mère qui rate, qui est hyper faillible et qui fait que des erreurs et qui, pour autant, essaie de construire une relation à peu près normale avec son enfant, c'est-à-dire au moins de l'aimer à minima, quoi. Donc voilà. Et qui veut décomplexer ? Est-ce qu'il y avait cette notion un petit peu de... Bien sûr. Derrière, après, ça c'est le propos, je pense, de l'ensemble de mon travail, c'est de dire, dans la vie, on fait ce qu'on peut, c'est déjà pas si mal. Donc voilà. Exactement. Ok, donc ça on peut partir du principe qu'on est en train de s'adresser à une femme qui construit une œuvre autour de dépasser les injonctions et tout ce qu'on nous demande d'être dans cette société, c'est-à-dire parfaite en tout point, autant dans notre rôle de mère que dans notre rôle de femme ou dans notre rôle de travail, alors que voilà, on essaye juste d'essayer de jongler avec tout ça et d'essayer d'en faire quelque chose dont on sera à peu près... contente, quoi, si c'est possible. Ouais. Et d'ailleurs, dans le livre, les défauts des mamans, finalement, deviennent presque des qualités aux yeux des enfants. Je sais que toi, tu es toi-même maman. Est-ce que tu as fait lire ce livre à tes enfants ? On ne se connaît pas du tout. Ce sont les premières secondes de notre rencontre. Donc je ne sais pas combien, si tu en as 12, si tu en as un, si... J'en ai 24, non. J'en ai qu'une. T'en as qu'une. Est-ce que tu lui as fait lire, par exemple ? Oui, bien sûr. Je sais pas, pour tester aussi l'écho que ça peut faire. Alors, je lui ai pas fait lire avant, parce que maintenant, elle a 11 ans, tu vois, donc elle est grande, et c'est vraiment plutôt, tu vois, ce côté ado, enfin pré-ado. Malheureusement, à 11 ans, ça y est, elle disparaît de moi, elle s'éloigne, mais elle est toujours là. Mais c'est vrai que c'est plutôt l'histoire de nos moments où elle avait 5-6 ans. Voilà, je publie un livre de notre histoire d'il y a quelques années, finalement, même si aujourd'hui, dans le magasin des mamans, elle m'aurait toujours choisi. Je lui ai redemandé récemment, a priori, elle me dit oui. Donc ça va, j'ai pas tout perdu. Mais voilà, c'est vraiment cette histoire. C'est tous les petits défauts des parents qui font que des pâtes parce qu'on n'a pas le temps de faire autre chose, ou alors du riz. Mais moi, je préfère les pâtes, donc je fais des pâtes. Mais voilà, il y a une très belle déclinaison de pâtes. Félicitations pour ça. Dans le livre. Attends, c'est ma spécialité. Voilà, les parents qui surhabillent leurs enfants pensant qu'ils vont attraper froid, les parents qui mangent les chocolats de Pâques de leurs enfants en cachette en pensant que ça va pas se voir, voilà, les parents qui préfèrent rester sous le plaid plutôt que de sortir pour des sorties culturelles pour leurs enfants, enfin. Oui. Après la foule, hein, bon, c'est un petit Netflix avec du popcorn, c'est très bien aussi, je veux dire, voilà, c'est très culturel. Alors ton premier album jeunesse, c'était Dans le cœur gros d'Anouk, qui parlait en gros de différence
chez les enfants. Qu'est-ce que ça change de parler à la jeunesse ? Je trouvais que c'était assez compliqué, tu vois, parce que ça fait quand même des années que moi je parle plutôt aux mamans de ces enfants-là et aux papas aussi, mais essentiellement aux mamans. Et donc c'était compliqué de me dire, de me mettre à leur hauteur, parce que finalement je trouve qu'un enfant est plus exigeant en termes. J'ai l'impression, en tout cas, je me faisais une montagne d'un avis d'un enfant. Et en fait, c'est pour ça que j'ai pas commencé à faire de jeunesse tout de suite. J'avais vraiment peur, ça me faisait peur d'y aller. C'est la raison principale pour laquelle oui, je pense que c'est vraiment ça. Alors que pour autant, il y a beaucoup d'enfants qui lisaient déjà mes propres livres, mes BD, qui étaient normalement des BD plutôt adultes. Et puis Colette, par exemple, j'ai beaucoup de retours d'enfants dessus, sur tous les dessins que je fais sur justement la relation avec ma fille. Voilà, beaucoup d'enfants s'y retrouvaient, etc. Merci. Et donc je me sentais pas... merci. Le merci était pour le serveur. Parce que je viens de merci recevoir. Comme ça. Merci beaucoup à tous. C'était pour mon café, voilà. Et donc oui, petit à petit, comme je voyais beaucoup de retours d'enfants qui me disaient j'ai lu avec Colette, j'ai bien aimé, etc. Je me suis dit finalement peut-être que je peux travailler sur quelque chose qui pourrait leur parler, etc. Puis moi j'aime beaucoup le support du livre jeunesse sur lequel on peut vraiment aller sur des styles très poétiques, lâcher un peu tout sur le texte, faire des choses complètement soit très concrètes, soit complètement abstraites. Et puis, comme moi j'ai la chance de pouvoir autant écrire que dessiner, de pouvoir jouer sur des contrastes entre le texte, le dessin, l'illustration, partir où je voulais. Enfin voilà, c'était génial. Et puis là, d'imaginer ce magasin des mamans, pour moi c'était top, quoi. Et puis, mine de rien, les enfants, c'est quand même très intelligent. Enfin, oui. C'est pas un public... facile dans l'absolu, je pense. Non. Et puis ça te dit direct, hein. S'ils aiment pas, ils vont pas prendre des pincettes en te disant oui, donc, nanana. Non, ils disent c'est nul et puis c'est nul, quoi. Ouais. Donc c'est ça qui me faisait plus peur. Et d'ailleurs, c'est ce que j'adore. C'est toujours un peu stress quand les mamans m'envoient des messages sur Instagram me disant oui, donc il a bien aimé. Ça y est. Quel lien, toi, tu entretiens avec ton lectorat ? Parce que j'imagine que tu as amené, à travers les rencontres, à travers les réseaux sociaux aussi, peut-être qu'on en parlera, à échanger avec non seulement les enfants dans les rencontres, mais aussi avec les mamans précisément. Est-ce que tu as l'impression que vous formez une communauté est-ce que ça te stresse surtout ? Alors c'est vrai que le terme communauté est assez galvaudé avec les réseaux sociaux et tout, et on a vraiment l'impression de parler d'une masse de gens anonymes. Après, moi, j'aime beaucoup parler avec les gens qui viennent en dédicace. J'aime bien savoir d'où ils viennent, quelle est leur vie. C'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est d'échanger avec les gens. Et puis aussi sur les réseaux sociaux, essentiellement sur Instagram, où j'échange beaucoup aussi avec les gens, où finalement, c'est pas des amis, mais on crée quand même des gens avec lesquels on évolue en même temps. Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir leur retour, d'avoir... de vivre avec eux l'attente d'une sortie, tout est assez intéressant à vivre et donc moi je tiens vraiment à maintenir un lien fort avec tous ces gens-là. Ça ne veut pas dire forcément les inviter à l'apéro, mais... ça ferait beaucoup de monde. Oui, ça ferait beaucoup de monde, et puis surtout, après, on a aussi des vies chacun, mais c'est vraiment cette idée de pouvoir échanger sur les contenus, c'est super, quoi. C'est vraiment... alors, bien sûr, ça a des inconvénients, mais d'avoir des retours comme ça, si rapidement, si direct avec les gens sur ton travail, c'est vraiment chouette. Après, comme c'est aussi une moitié de nous-mêmes qu'on sort dans un livre, qu'on sort un livre, c'est un bras, une jambe, un organe. Donc les gens nous disent que c'est nul, on a vraiment l'impression qu'on nous enfonce un couteau c'est que tout le monde pense la même chose. Oui, et qu'il faut que tu ailles te faire amputer le lendemain. Exactement. Ou arrêter pour toujours. Qu'est-ce que ça change, les réseaux sociaux ? Parce qu'on l'a un peu compris, mais tu es assez présente, notamment sur Instagram. Qu'est-ce que ça change dans ta manière de travailler, les réseaux sociaux ? Parce que je sais que tu publies par exemple des dessins régulièrement. En fait, c'est une partie de mon travail. C'est ça, en fait, aujourd'hui, c'est une partie de mon temps, c'est une partie de mon temps de travail. C'est toute ma communication, mon marketing. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les livres ne s'en vendent pas. Bien sûr, il y a les libraires, et heureusement, il y a les libraires, mais nous, on est là aussi en tant qu'auteur de plus en plus. En tout cas, moi, j'ai fait le choix de faire ça, de porter mes livres aussi sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà. Et oui, c'est un choix, exactement, tu as raison. Parce qu'on pourrait aussi
aussi faire le choix de pas le faire. Mais c'est vrai que moi, comme j'ai vraiment développé tout un travail sur les réseaux sociaux et développé aussi des échanges avec les gens, ça me semblait logique de continuer depuis que je publie des livres, de continuer cet échange-là et de continuer à faire la communication. Donc c'est aussi penser à comment on va parler du livre, si on fait une vidéo, enfin voilà, qu'est-ce qu'on va dire sur le livre, comment on va teaser entre guillemets sur le livre. Voilà, toutes ces questions se posent et j'ai l'impression d'être autant parfois commercial de mon propre livre que l'autrice, quoi. Au-delà des livres, tu crées une espèce d'univers. Il y a des dessins que j'imagine inédits, que tu publies régulièrement sur les réseaux sociaux. Oui. Ça aussi, mine de rien, c'est un vrai travail. On peut peut-être se dire que la régularité aussi, c'est quelque chose de, je sais pas, un socle pour le succès. Est-ce qu'il y a un dessin dont, je sais pas, tu es particulièrement fière? Peut-être récemment, parce que ça fait pas 2 jours que tu fais ça. Fière, je sais pas, il y a des dessins qui ont été marquants dans mon travail, parce que c'est des dessins qui ont été très partagés, qui après ont été la base de livres. Par exemple, mon premier livre qui s'appelle Les Wonder Woman aussi, mettre des culottes guélantes. Ça c'était un des dessins que j'avais fait au départ, qui était sur la décomplexer les femmes sur tout ce qu'on nous impose au niveau du corps et voilà et finalement ça a été devenu, ce dessin là que j'avais fait vite fait un peu un matin sur les réseaux sociaux se retrouve redessiné mais en couverture d'un livre, tu vois, donc l'histoire est... Voilà, il y a beaucoup d'illustrations comme ça. C'est pas de la fierté, mais en tout cas c'est des choses qui vont faire partie intégrante de mon travail et de l'histoire de mon parcours, quoi. Alors revenons un peu au livre. Dans le magasin des mamans, j'aurais choisi toi. Est-ce que je me trompe si je note, bon alors il n'est pas non plus difficile j'imagine à trouver, mais si je note un petit clin d'œil à Barbie dans ce magasin des mamans, où il y a notamment au début la première planche qui représente des parents dans un magasin, tout simplement, dans des boîtes. Dans des boîtes, ouais. Mais c'est marrant parce que si on se dit ça avec mon éditrice, mais si on aurait voulu faire un coup de com', on n'aurait pas pu faire mieux. Là, on y est, quoi. Ouais. Et on n'a pas du tout fait. Enfin, c'était vraiment avant, tu vois. Bien sûr. En plus, on se doute, ouais. Un livre, ça se fait pas, donc on l'avait vraiment anticipé. Puis après, j'avais dit, il faut absolument que je fasse des petites boîtes, différentes boîtes de maman. Donc en fait, sur la page de titre, il y a une boîte de maman. Puis sur la 4e de couve, il y a une autre boîte de maman. Et j'en avais fait plein en plus, comme ça, après. Et au final, on s'est dit, mais c'est fou, c'est pile dans Barbie. Et il y a même quelqu'un qui m'a reproché que c'était rose et cliché. Et en fait, moi je m'en fous, au contraire, je suis assez fière de... Et les papas aussi sont roses. Oui, voilà, oui. Il y a des boîtes et puis il y a aussi roses. 2 papas, 2 mamans, t'as des box, oui, plus, voilà. Il est hors de question que je fasse quelque chose de trop... classique et genré, surtout en 2023, sortir un livre d'enfant avec que des papas et des mamans ensemble, ça me semblait, voilà. Mais t'as quand même les parents écolos, t'as les parents bio, t'as les parents, j'avais mis les parents HQE aussi au début, mais mon éditrice m'a dit que c'était pas assez parlant, haute qualité environnementale, voilà. Mais bon, voilà, c'était un peu ça, avec le chat. Tu peux acheter aussi le chat qui va avec ton papa et ta maman, tu peux acheter le frère, la sœur, la sirène, la tante, le Père Noël, tu pouvais tout acheter dans le magasin des mamans. C'est quoi qui t'a donné l'idée? C'est ta fille qui t'a fait un peu ressentir cette idée ou... Oui, en fait, c'est une phrase qu'on se dit depuis qu'on est toute petite. Enfin, depuis qu'elle est toute petite, parce que voilà, moi non, mais... Ce serait un peu spécial. Ça serait un peu bizarre. Mais parce que je pense que c'était devenu de cette blague où on dit en tant que parent, dans les premiers mois, il n'y a pas de SAV pour les enfants. C'est un peu dommage que des fois, tu t'en peux plus et t'as envie de le rendre, même si tu l'aimes fort. Et donc, je pense que c'est venu un peu de ça. Il n'existe pas de SAV, mais quand même, pour autant, dans ce magasin-là où il y aurait potentiellement un SAV, je t'aurais quand même choisi. Et voilà, cette phrase est quand même restée. Et ma fille, quand je lui dis dans le magasin des enfants, j'aurais choisi toi, elle me répond toujours, mais moi, dans le magasin des mamans aussi, je t'aurais choisi toi. Et donc, cette phrase-là, c'était un peu notre... Oui, c'était notre façon de nous dire je t'aime, tu vois, depuis des années, quoi. Ouais. Donc, c'est resté. Et je trouve ça chouette que... Juste cette petite phrase. Et après, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui disent la même chose. Donc, je pense qu'en fait, on a tous un magasin des mamans et des parents et des papas quelque part, imaginaire où on a choisi nos enfants et où nos enfants nous ont choisis. Mais donc, en fait, je pensais être un peu bizarre et en fait, c'est assez universel. Donc, tant mieux. Je suis pas complètement folle, quoi. En parlant d'enfants, je crois aussi que tu es belle-mère. On est d'accord pour l'instant, l'info est tout à fait, tu es très bon renseignement. Comment est-ce que la notion de famille a pu évoluer dans ton esprit avec ce statut aussi?
C'est très compliqué parce que y a rien qui existe sur les belles-mères. Enfin, ce qui existe, c'est les contes, c'est La Belle au bois dormant, enfin tous les trucs négatifs qu'on dit sur les belles-mères. T'as vu Les Enfants des autres de Rebecca Zlotowski? Non, je l'ai pas encore lu. Je l'ai pas encore vu, pardon, mais j'ai lu des critiques. Ouais, c'est à peu près l'idée de base, quoi. Mais je sais pas, oui. J'ai vu des critiques des meufs qui sont belles-mères et tout, donc voilà. Donc j'aimerais bien essayer de pas trop lire pour me faire un propre avis. Mais effectivement, en plus moi j'ai été belle-mère avant d'être mère, donc ça a été très complexe comme positionnement. C'est une place qui est très compliquée à prendre parce que elle n'existe pas. Et puis face à la figure presque sacrée de la mère, trouver une place, trouver une place qui ne soit ni celle de la mère ni celle de la copine, c'est très complexe. Et en même temps, heureusement, il y a de plus en plus de familles monoparentales, oui, mais aussi recomposées aujourd'hui. Et donc, de fait, je pense qu'on se sent de moins en moins seul dans ce rôle-là. Et de plus en plus, la parole s'ouvre sur le sujet. Et on a le droit de dire des choses, on a le droit de dire que c'est aussi compliqué. Parce qu'en fait, on est bloqué par... Et c'est normal, par les parents séparés qui disent aussi que pour eux c'est difficile de voir leur enfant qu'une semaine sur deux, ce qui est compréhensible, etc. Donc on est face à des parents qui sont en peine et nous on est là en train de dire qu'il faudrait qu'on ferme notre gueule et accepter cette situation. Et je pense que c'est bien de l'ouvrir, enfin globalement c'est bien de l'ouvrir sa gueule globalement, mais sur les belles-mères, je pense que c'est important de pouvoir en parler pour prendre sa place. Et grandir aussi le mieux possible dans cette famille et de pouvoir y rester aussi. Parce que moi, maintenant, ma belle-fille, elle a 18 ans. J'ai construit avec elle une relation folle. Enfin, j'aurais jamais cru que je serais arrivée. Et au final, je suis presque pas plus fière d'elle que de la relation que j'ai avec elle que de la relation que j'ai avec ma fille. Mais je sens bien que j'ai créé quelque chose que j'aurais jamais cru être capable de faire. C'est beau dans un sens. Oui, c'est cool et au final c'est génial, mais moi je pensais pas du tout prendre un mec d'occasion avec un enfant, je pensais avoir une vie entre guillemets normale, faire plusieurs enfants et tout, et au final je me retrouve avec ce schéma là et c'est génial, mais voilà, c'est la vie. Ouais, voilà, la vie. En 2021, il y a une BD que tu as faite avec alors je n'arrive jamais à prononcer son nom, Sophie Andriansen. Adriansen, ouais. Adriansen. Qui s'appelle La Remplaçante, oui. qui parle du chemin psychologique, disons, d'une jeune maman qui imagine une remplaçante, c'est dans le titre, une remplaçante un peu parfaite qui s'occuperait de sa fille à sa place. Parce que trop de culpabilité, trop de charge mentale, etc. Alors au-delà de la déculpabilisation, on l'a compris, qui fait un peu partie de ton travail, j'ai l'impression qu'au-delà de la profondeur de ces thèmes, il y a... Tu n'es pas toujours partante pour l'esprit de sérieux, justement, dans le traitement. Est-ce que je me trompe ? Alors, je suis d'accord avec toi dans cette idée qu'on a la chance en graphique de pouvoir alléger tous les sujets et de pouvoir parler de tout avec cette approche du dessin qui va, entre guillemets, arrondir les angles. Et il y a vraiment de ça, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'on peut parler de tout en graphique et c'est ça qui est génial. Ouais. Et c'est ça qui me plaît. Et c'est pour ça que quand Sophie m'a appelée pour me dire j'ai un texte sur la dépression du postpartum, j'ai dit banco, allons-y quoi. Surtout que le scénario c'était ma vie quoi. Donc j'ai fait mais j'ai peut-être fait une dépression du postpartum. C'est possible. et vraiment j'étais hyper fière de pouvoir vraiment il y a des projets où il y a des projets où on met beaucoup de soi, d'émotions, etc. Et puis il y a des projets comme ça, c'est de la fierté presque, tu vois, parce que tu te dis, sans prétention, je veux dire, c'est pas égocentré, c'est l'idée de se dire que j'aurais tellement aimé pouvoir avoir ça le jour où ma fille est née, en fait, de pouvoir me dire, je suis pas seule, on est toutes dans la merde dans cette période-là, et si on faillit, si on rate, on est plusieurs à rater. C'est pas parce qu'on n'est pas une exception à rater, on est toutes en train de rater, et tous, parce que les pères sont concernés aussi, autant par la dépression du postpartum que par les doutes liés à une naissance et à un tout jeune bébé, et donc voilà, je pense que... Et c'est pour ça aussi que dans Feel Good, ma BD d'après, j'ai parlé de la dépression aussi, voilà. C'est vrai que des fois, on me dit, alors, c'est super, t'es une autrice Feel Good, c'est quoi tes sujets ? Alors j'ai fait un livre sur la dépression du postpartum, sur la dépression. Comme ça, ouais, tu vois. C'est quand même spécial quand bon, est-ce que ce serait Feel Good, ça ? Mais voilà, je milite pour le positif au milieu de tout ça, quoi.
Reparlons un peu du livre. J'ai une question la première question d'ailleurs qui m'a sauté à l'esprit quand je l'ai lu. Pourquoi est-ce que la typo est à l'ordi ? Est-ce que c'est un lien direct avec le public précisément, qui est l'enfant ? Oui, exactement. Qu'il arrive mieux à lire. Ouais, voilà. Moi, je pensais à écrire tout avec ma typo. Ouais. C'est-à-dire à la main. Et non, en fait, effectivement, non. Il faut que les enfants puissent bien lire. Et donc, il a fallu... parce que sinon, moi, il m'aurait demandé de reprendre beaucoup trop. C'est-à-dire, là, tu vois, ça aurait été à la lettre près, quoi. Ah non, mais là, ton A, il est pas assez arrondi. Oui, quand on y réfléchit, c'est presque logique, en fait. Oui, voilà, exactement. Donc, c'est pour que les enfants puissent... Et moi, je trouvais ça... Je t'avoue qu'au début, j'étais un peu... je me dis, c'était un peu dommage parce que j'aurais aimé avoir tout un esprit, voilà. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis bon, c'est très bien. Hein, voilà. Oui, c'est très bien. Comment, en règle générale, tu travailles ta typo ? C'est une typo en attaché pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Voilà, proche d'une écriture classique. Ouais. J'adore écrire avec ma typo, et dans Feel Good, j'avais beaucoup aimé. C'est un roman, c'est une BD que j'ai sortie l'année dernière, en 2022. Et il y a du texte en typographie classique, et puis il y a beaucoup de typos que j'écris à la main aussi, en plus pour ajouter des petites pensées et tout. J'aime bien créer des niveaux finalement de lecture avec aussi des niveaux d'écriture en fait finalement. Et ça j'adore faire toutes mes titrailles. C'est un avantage aussi de pouvoir travailler autant sur l'écriture que sur le dessin, c'est que je peux aussi me permettre des fois de dessiner du texte et vice versa. Et donc voilà, et donc moi j'ai des typos que j'ai travaillé, tu vois, tu peux écrire lettre par lettre et puis ça te crée une typo qu'après tu peux même envoyer à l'éditeur pour en PAO retravailler, voilà, c'est l'avantage, on peut créer soi-même après des typos qui soient formatés pour voilà. Tu peux même intégrer dans Word, enfin voilà. Okay. Donc il y a des logiciels qui permettent ça. Ouais, ça c'est assez relou parce qu'il faut vraiment que tu travailles lettre par lettre, tu vois. Une fois que c'est fait, c'est fait, quoi. Et par contre, une fois que c'est fait, c'est fait. Okay. Donc j'en ai 2 comme ça qui sont typographiés assez simples. Et puis après, sinon je fais tout à la main. Tout ce qui est grand titre de chapitre, etc. Je fais tout à la main. Et là c'est vraiment, c'est pas une typo quoi. Est-ce que tu as théorisé ta palette de couleurs ? Oui, alors je travaille aussi les palettes de couleurs en fonction des projets. Bien sûr, ouais. Voilà, en fonction des tonalités. Et ça, c'est vraiment le premier truc que je vais créer, c'est la palette de couleurs. Okay. Ouais. Pour donner un peu un mood général. Oui, voilà, exactement. Donc soit on fait des recherches par rapport à, tu vois, une ambiance, c'est-à-dire là en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet plutôt italien. Enfin, ça se passe en Italie. Et donc on va chercher plutôt, je vais chercher des photos, des affiches, et puis ça va être des petites piquées à la pipette dans une photo de ciel, une photo voilà, pour avoir des couleurs aussi de façade, tu vois, les couleurs des maisons qui sont différentes en fonction des pays, des villes, des périodes de l'année aussi où tu veux faire vivre ton histoire, voilà. Donc ça c'est hyper intéressant parce que c'est un peu le début quoi. C'est hyper agréable tous ces petits trucs que tu fais au début, qui sont voilà, comme des petites intros légères, tu rentres tout doucement dans ton projet, c'est vraiment super. Tu travailles comment ? Je travaille sur iPad maintenant, essentiellement. J'ai vraiment beaucoup évolué parce qu'au tout début, je dessinais à la main, puis je scannais, je nettoyais mes scans et je faisais les couleurs sur Photoshop. C'était vraiment au tout début, je faisais ça. Et maintenant, je travaille que sur iPad, vraiment. Désolée de faire la pub pour Apple, mais c'est vraiment génial. Ouais. On a des applications, il y a une application notamment qui s'appelle Procreate qui coûte je crois 15 €, donc très accessible quand on voit le prix de toute la suite Adobe mensuelle, t'as vite fait ton choix. Et en plus c'est même pas mensualisé, c'est une fois, tu payes une fois et oui, voilà, oui. Donc je le dis pour les gens qui veulent Procreate, n'hésitez pas. Okay. Et c'est vraiment une application qui me permet de faire toutes mes BD maintenant, tous mes dessins, voilà, je crée mes petits dossiers, j'ai tout, voilà, j'ai un peu ma vie là-dedans, par contre faut vraiment pas que je le perde, enfin si j'enregistre, qu'on ne s'inquiète pas. mais voilà, c'est l'iPad, je recommande. Voilà. Et donc tu le disais, au début tu faisais pas ça parce qu'au début ton parcours se composait d'études de sciences politiques, tu as travaillé dans la communication, je crois. Et au conseil stratégie politique, ouais. Comment t'es arrivé à vivre du dessin ? Je crois qu'il y a un blog à l'origine de tout ça. Ouais, exactement. Qui s'appelle Crayon d'humeur, ou qui s'appelait Crayon d'humeur en 2007. Ouh, 2007, ouais, voilà, t'es fort. Écoute, c'est trop fort rien. Tu faisais quoi sur ce blog ?
Oui, au début, toi en 2007, je faisais des petites histoires à la con sur ma vie et puis c'était suivi par mes parents. Pas si à la con, j'imagine, puisqu'on est là aujourd'hui quand même. Oui, mais bon, au début, c'était pas. C'était vraiment très mal dessiné. Mais bon, okay. Voilà, c'est moi et mon jugement à moi-même. Mais je veux dire, c'était lu par mes parents, mon mec de l'époque et quelques amis, voilà. Et puis, petit à petit, ça a évolué. Et puis, les réseaux sociaux aussi ont permis vraiment. En fait, tout le monde essaie de m'expliquer en disant mais comment t'as fait? Et moi j'ai pas fait grand chose. Enfin, j'ai l'impression que c'est de la chance que tu provoques, bien entendu, parce que voilà, je bossais vraiment à fond, je faisais des publications tous les jours et tout, mais voilà, c'est. C'est déjà un point. Oui. Aujourd'hui, ce serait peut-être un peu plus compliqué. Ouais, voilà, aujourd'hui, ça serait moins compliqué. Oui. En fait, c'est aussi que j'avais du temps à une époque. Je suis partie en rupture conventionnelle de mon job de conseil politique et communication à Nantes. J'ai eu cette opportunité de partir et au final, ça m'a permis de lancer ma petite boîte de graphisme et d'illustration qui me permettait elle-même de faire des dessins aussi un peu le soir, le matin, sur les réseaux sociaux. Et je publiais du lundi au vendredi tous les matins à 8h. Voilà, il y avait vraiment ce rendez-vous à créer. Et de fait, tu t'améliorais parce qu'il y a un moment où on se dit « je dessine bien ». Ah non. C'est vrai. Ah non. Ah non. Ah là là. En tout cas, moi je pense que j'arrive. Je veux m'améliorer. Oui. Par contre, il y a ce désir de pousser le truc et je me souviens des fois, je revois des dessins en me disant ah oui, je me rappelle qu'à cette époque, j'étais quand même contente d'avoir amélioré ça et maintenant je regarde, je fais oh là là, ma pauvre. Si il t'en fallait peu, hein. Ouais, voilà. Exactement ça. Et puis non mais c'est vrai, par exemple sur ma dernière BD qui va sortir en novembre, là j'ai une BD qui sort et c'est vrai qu'il y a des fois des planches où je suis contente. Non mais c'est vrai. Maintenant voilà, il y a des planches où je me dis ah. Là, j'ai bien amené, je suis contente d'avoir amené cette émotion-là comme ça. Mais je trouve que moi, j'ai pas fait d'études de dessin, comme tu disais. J'ai pas travaillé mon scénario, mon storyboard. Je sais pas, j'ai appris sur le tard. C'est limite si j'ai pas appris ça sur YouTube. J'exagère un peu parce que moi, à mon époque, YouTube, c'était pas encore autant démocratisé. Mais vraiment, c'est cette idée d'avoir appris. Tu vois, j'ai appris à mettre un calque au-dessus de l'autre sur Photoshop. Enfin voilà, c'était vraiment. De l'autodidacte complet, donc j'ai jamais je sais que je reste jamais à la hauteur en fait des vrais, enfin entre guillemets. Pour moi c'est mais qu'est-ce qui te différencie d'eux là? J'ai pas de si eux ils savent quand même mieux faire. Tu m'enlèveras jamais ça de la tête. Ouais, j'imagine. En fait, puis le syndrome de l'imposteur est hyper fort. C'est normal. Voilà. Maintenant, j'ai accepté en fait que je pourrais rien faire contre. Au début, je me battais un peu contre en me disant oui, je suis une imposteuse. Et en fait, bon voilà, pas plus, pas moins que tout le monde. Enfin, que tous les autres finalement artistes-auteurs, on est tous un peu entre le fort ego et le fort des égos. Enfin, tu vois, je suis une merde, je suis une star. Ouais, impossible de se placer en fait. Voilà. Sur l'échelle. Exactement, c'est les grandes marées de l'égocentrisme de l'auteur et de l'autrice. Bienvenue à tous. Welcome. Tu le vois évoluer comment ton travail dans les années à venir? Est-ce que par exemple il y a des sujets qui te titillent, des techniques qui t'intéressent? Mais après après j'ai plein d'autres projets. J'aimerais bien écrire sur la belle méritée, plus profondément, comme on en parlait tout à l'heure. J'ai d'autres projets de collaboration. J'aime beaucoup aller d'un projet à un autre, c'est-à-dire d'un projet personnel où je vais être toute seule, comme ce livre sur le magasin des mamans. Jeunesse ou même en BD, un livre en collaboration avec des scénaristes. Oui, t'en fais pas mal, des livres en collaboration. J'aime bien parce que ça permet de jongler. En fait, t'es pas toute seule. C'est quand même un métier très solitaire et donc c'est quand même super chouette de pouvoir de temps en temps pas être toute seule et de pouvoir envoyer plein de vocaux WhatsApp à quelqu'un qui les écoute. Ouais, quelqu'un qui est intéressé. Donc voilà. Je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que tu as plusieurs coups de cœur culturels à nous partager? Je vais te dire quelque chose qui va pas être du récent. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le vrai positif. Je tiens beaucoup par exemple à l'essai de Colline Pierret qui s'appelle Les fins heureuses et qui milite dans son contenu. Je recommande à tout le monde qui milite pour les fins heureuses et pour les happy end et qui dit que c'est pas si facile que ça de faire des happy end et de faire du positif, et je trouve que ça fait du bien en fait finalement d'avoir des histoires, surtout dans le monde dans lequel on vit. Et donc j'ai beaucoup aimé par exemple la série Heartstopper qui est sur Netflix. Il y a 2 saisons, en plus à la base c'est une BD, donc tu vois BD, en plus t'as vu? Putain, est-ce qu'on serait pas dans crossover
culturelle. Wow. Voilà, en plus donc c'est une BD et c'est vraiment de l'histoire d'amour qui met des papillons dans le ventre, et je trouve qu'en rom-com, comme on dit dans le milieu, on parle de rom-com maintenant. Je trouve que les comédies romantiques aujourd'hui sont un peu cucu, voilà, et celle-là c'est juste une vraie histoire d'amour simple et qui fait du bien. Voilà. Je suis d'accord. Je recommande. Merci beaucoup, Mathilde. Avec plaisir, merci. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis en parler autour de vous tout simplement, et pourquoi pas mettre 5 étoiles, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Merci beaucoup pour votre écoute, et à la semaine prochaine.